Deuxième jour de Vivatech, aujourd'hui on se retrouve au premier étage. Là, j'ai pas pu filmer le premier parce que je voulais profiter, mais là du coup on est au deuxième et on va aller directement dans le lourd. Je vais vous montrer les robots d'Unitree. Ce matin j'étais à une conf sur le quantum computing. C'est parti et je vais vous montrer au fur et à mesure des trucs de ouf, des robots humanoïdes, des conférences. Ça va être incroyable, banger, des ordinateurs quantiques, l'innovation gallery qui est incroyable où on peut voir des objets mais qui sont vraiment le futur. Ça va être dingue. Depuis hier je suis comme un enfant, ça va être incroyable. Voilà, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Ce sera un vlog sur plusieurs jours et puis voilà. Du coup, de ce que vous pouvez voir, l'Innovation Gallery, elle est juste derrière moi. C'est un long couloir où il y a beaucoup d'expositions sur plein de trucs sur le futur. Comme un robot, vous allez voir derrière moi. Je vais passer, hop. De toute façon, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Là, on a, en fait, regardez, c'est géant déjà. Du coup, là, c'est la première fois que je vais à Vivatech. L'année dernière, j'étais à la Tech Arena et c'est complètement banger, c'est rien à voir. La Tech Arena, franchement, c'était incroyable, mais là on passe à un level au-dessus. Il y a trop de monde par contre, c'est une folie. On va aller voir un petit truc qui est assez cool, c'est le stand de Samsung. Ça va être banger. Bon, je vais pas trop filmer tout le temps, mais je vais essayer de vous dire un peu ce qui s'est passé hier. J'ai loupé Jeff Bezos, j'ai loupé Bernard Arnault. C'était les seules choses que j'ai loupées. En vrai, du coup, l'après-midi, j'ai pu aller voir Yann Lequin. Et ça, franchement, je regrette pas du tout. C'était une folie d'avoir pu le voir. Ensuite, j'ai vu beaucoup de démonstrations robotiques. Là, de toute façon, la vidéo, ça va être étage par étage. Et je vais essayer de vous présenter un peu des startups, voir s'il y a des gens qui veulent se présenter. Alors là, je vais aller à l'étage 2. On a des gros stands. Par exemple, on a le stand Notion. Vous pouvez voir juste derrière moi. Là, je vais aller au pavillon 2. Donc, du coup, c'est parti. Donc, du coup, on est arrivé au deuxième étage. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau ici. Rien à voir aussi avec le bas. Et je vous montrerai l'étage 3. C'est une folie aussi. Là, on a des grosses boîtes. On a beaucoup de conseils, on a beaucoup de banques. Bon, je vais pas trop filmer tout le temps, mais je vais essayer de vous dire un peu ce qui s'est passé hier. Mais j'ai loupé Jeff Bezos, j'ai loupé Bernard Arnault. C'était les seules choses que j'ai loupées. En vrai, du coup, l'après-midi, j'ai pu aller voir Yann Lequin. Et ça, franchement, je regrette pas du tout. C'était une folie d'avoir pu le voir. Ensuite, j'ai vu beaucoup de démonstrations robotiques. Je vous montrerai tous les plans dans la vidéo de toute façon. Je vais essayer de vous le faire petit à petit, fur et à mesure. Là, de toute façon, la vidéo, ça va être étage par étage. Et je vais essayer de vous présenter un peu des startups, voir s'il y a des gens qui veulent se présenter. On a des gros stands, par exemple on a le stand Notion. Vous pouvez voir juste derrière moi le gros stand Notion. Hi everyone, my name is Samuel. I work at Quandela where we build quantum computers and specifically photonic quantum computers. So that means that at the base of our quantum computers we use individual particles of light. They're called photons, and that's how the quantum computer is able to do its calculations, and the properties which these photons have are used to outperform what classical computers normally can do. And so what we see here, this is really the heart of our quantum computer, and the silver box, this is where we generate these single photons. So the particles of light, these photons, they are generated right there by exciting a little device called a quantum dot with a laser, and then each time we excite it, a single photon is generated and then will go out of this black wire here and inside our computer, where we then can use these photons to program our computer and solve different applications, create different algorithms and so on. And what we see here is the chip. So right now it's not connected, but this chip is where the photons then get inserted into the chip and which can be controlled from the outside using general normal language, programming languages like in Python. So even if you're not a quantum expert, you are able to use these quantum computers in a very easy way. And then these photons travel through the chip where all the computation is happening and then exit the chip on the other side and coming back into this device, what we see here, through these yellow wires, and we see here these white like pins on the edge of the golden circle. This is where the photons are then detected, and we measure basically what happened to the photons in the computation, and this is the output of the quantum computer, which then can be interpreted into whatever solution we were looking for. So the overall architecture of our quantum computer here is actually very simple, and that also allows us to build them in a
very straightforward way and allow them to install them very easily into like data centers as we have done already in the past. And these are the three main components. And if you go upstairs, you can see a mock-up of the full device. Donc Alice et Bob, on est avant tout des chip designers. On design des chips quantiques. Après cela, on monte des ordinateurs complets partant du chip, de la chip à l'OS. Et ça, c'est notre premier produit qui s'appelle Helium, qui est un ordinateur supraconducteur quantique avec 18 qubits physiques et 1 qubit logique. Maintenant, qu'est-ce que le quantique? Qu'est-ce que les technologies supraconductrices? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Pour faire un ordinateur quantique, il y a beaucoup de façons différentes d'approcher le problème. Il y a beaucoup de différentes modalités. Il y a l'optique, comme ce que Candela a fait. Nous, on choisit la supraconductivité. La supraconductivité, c'est comme IBM, c'est comme Google. Sauf que nous, on propose un changement assez majeur sur la façon dont on fabrique des qubits. IBM et Google font ce qu'on appelle des qubits de Transmont. Les qubits de Transmont, c'est comme des oscillateurs harmoniques où on force l'oscillateur à rester dans les niveaux d'énergie les plus bas. À Alice et Bob, on fait quelque chose d'un peu différent. On permet à l'oscillateur harmonique de vibrer dans des modes vibratoires qui sont beaucoup plus propres au matériau lui-même. Avec des tricks d'ingénierie assez cool, on arrive à stabiliser ce système dans des états qu'on appelle des états cohérents et qui, eux, ont beaucoup plus de place pour pouvoir tank des erreurs. Ça nous permet d'implémenter ce qu'on appelle des codes bosoniques, donc des codes de correction d'erreurs au niveau physique. Et ce que ça fait, c'est qu'on arrive à se débarrasser complètement d'un type d'erreur, les bit flips. Deux types d'erreurs dans les qubits. Il y a les bit flips qui flippent un 0 et en un 1, et vice versa. Et il y a les phase flips. Les phase flips, ça va surtout agir sur les superpositions d'états. Nous, ce qu'on arrive à faire, c'est se débarrasser au niveau de la chip des bit flips complètement. Et du coup, au niveau de notre architecture, on a seulement à corriger les phase flips. Et ça nous permet de simplifier l'architecture fault tolerant énormément. Et du coup, en fin du cours de compte, comparé aux technologies canoniques du supraconducteur, on arrive à faire la même chose avec 200 fois moins de qubits physiques. Et comparé à l'état de l'art, à l'architecture proposée la plus performante à ce jour, qui n'a pas encore été implémentée, on arrive quand même à faire 60 fois mieux. Donc 60 fois moins de qubits physiques que la technologie la plus avancée qui a été proposée, théoriquement. Donc notre but, c'est de s'attaquer directement au fault tolerant quantum computing et d'ici 2030, avoir une machine utile avec une interface accessible à n'importe qui. Donc voilà, on a vendu cette machine à Jancy et elle sera available bientôt sur la plateforme de Jancy. C'est la première fois que je fais ça, donc je vais vous expliquer ce qu'on fait chez Quobly, notre spécificité, pourquoi on est différent des autres startups qui sont sur le stand. Donc comme les autres startups, notre mission c'est de fabriquer un ordinateur quantique. L'ordinateur quantique c'est vu comme une révolution un peu future quand même du calcul haute performance. Donc on peut voir ça un peu comme quelque chose qui va peut-être complémenter dans le futur les GPU qui sont à l'avènement aujourd'hui de toute la révolution sur l'IA. L'ordinateur quantique, tous les ordinateurs quantiques, ils ont en commun qu'il faut être capable de manipuler des atomes, des électrons, des photons, des choses vraiment très très petites dans un état quantique. Ce qu'on cherche, c'est manipuler des grandeurs issues de la physique quantique pour être capable de résoudre des problèmes qu'on a décrits avec les mathématiques de la physique quantique. Donc là, notre spécificité à nous, à Quobly, c'est que ce qu'on vient manipuler, c'est un électron. On vient manipuler le spin d'un électron. Notre particularité, c'est qu'on se base sur la microélectronique classique, donc toute la chaîne de production des ordinateurs d'aujourd'hui classiques, sur des wafers. Ça, c'est un petit bout de wafer. Donc on part de cette technologie-là, voilà, et on va, en gros, simplifier à l'extrême, on va prendre un transistor, qui est l'unité de base de tous les ordinateurs aujourd'hui, et on va venir transformer ce transistor pour pouvoir en faire quelque chose qu'on appelle un qubit, qui est l'unité de calcul de l'ordinateur quantique. Notre approche, elle consiste à dire, aujourd'hui, il y a une industrie qui sait répliquer, entre guillemets, à l'infini des choses toutes petites, c'est l'industrie du semi-conducteur, et on va se baser sur ça pour fabriquer notre ordinateur quantique. Pourquoi c'est intéressant? C'est que quelle que soit la technologie utilisée, pour faire un ordinateur quantique qui sert vraiment à quelque chose, il faut faire des millions de qubits. Donc faire des millions de qubits, c'est pas trivial. Pourquoi? Potentiellement, en fonction de la technologie utilisée, faire des millions de qubits, potentiellement, ça va
occuper presque un terrain de foot pour les refroidir. Voilà. Aujourd'hui, des millions de qubits qui seraient faits avec une technologie comme ça, en gros, ça tient sur la surface de mon doigt. On n'aura pas la problématique déjà du refroidissement, donc c'est pour ça que c'est une technologie très intéressante. L'autre intérêt de passer sur la technologie du silicium, c'est que comme toutes les technologies quantiques, on est à l'état de l'art de plein de problèmes de physique. Et donc là, on part d'une industrie qui est mature et qui a l'habitude de faire de la miniaturisation. Il faut voir qu'une chaîne de production comme celle de notre partenaire ST Micro, c'est des milliards d'investissements. Ça coûte très très cher de faire des wafers. Et donc, on part d'une technologie qui sait faire des wafers, qui est déjà très mature. Et on va juste, entre guillemets, modifier des réglages des machines pour pouvoir faire nos qubits. Donc l'investissement en termes de capacité à produire des qubits sera beaucoup plus faible que des technologies où il faut fabriquer les machines spécifiquement pour l'ordinateur quantique. Notre force, c'est d'avoir donc passé un accord avec ST Microelectronics, qui est l'acteur européen, je pense le seul quasiment qui reste en Europe sur la fabrication de puces, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel on veut faire des puces, que ce soit pour du calcul, des capteurs, d'images. Donc ST a plein de variantes de sa technologie déjà, pour plein de sujets différents. Et donc on est en train de construire avec eux un variant de leur process pour faire des ordinateurs quantiques. Donc je suis Vincent Martin, Technical Account Manager et Technical Sales de chez Pascal. J'ai un background en mathématiques appliquées à la physique quantique et ça fait maintenant 2 ans que je travaille à Pascal. Donc Pascal, c'est une société qui fabrique des ordinateurs quantiques, donc à savoir des ordinateurs qui vont utiliser les principes fondamentaux de la mécanique quantique pour faire des types de calculs qui seraient normalement inaccessibles à des ordinateurs classiques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de technologie quantique pour réaliser un ordinateur quantique. Nous, à Pascal, nous utilisons la technologie des atomes neutres. Donc c'est une technologie où on va utiliser des lasers qui vont être manipulés avec des bancs optiques tels que ceux-ci, où on va venir piéger des atomes de rubidium dans une chambre à vide et on va venir manipuler leurs états quantiques pour faire des calculs avec grâce à des lasers. Donc Pascal a été fondé en 2019 par entre autres le professeur Alain Aspect qui a eu le prix Nobel en 2022 pour des travaux menant entre autres aux technologies qui permettent aujourd'hui de construire ce type d'ordinateur quantique. Depuis 2019, nous avons levé jusqu'à 500 millions de dollars et nous allons d'ailleurs entrer en bourse cette année, tout d'abord avec une cotation au Nasdaq et ensuite une double cotation à Euronext Paris. Les cas d'usage de l'ordinateur quantique sont multiples. On va dire qu'ils s'articulent en 3 grandes catégories pour ce qui est de l'impact court et moyen terme. Tout d'abord pour les problèmes d'optimisation. On va vouloir trouver selon un certain critère la meilleure possibilité parmi un grand ensemble de possibilités. Donc à savoir par exemple, on a déjà fait des use cases avec CMA-CGM, l'armateur de Marseille, où on a essayé de trouver quelles étaient la disposition optimale de conteneurs dans un porte-conteneur qu'ils avaient. Et où on a réussi à prouver pour des petits échantillons qu'on arrivait à trouver la solution optimale pour certaines contraintes à la fois d'optimisation du temps passé au port, d'équilibrage du bateau et d'optimisation de la consommation de fuel. Il y a également d'autres types de use cases. Donc par exemple, on a l'optimisation de portfolio qu'on a mené avec Crédit Agricole CIB. Il faut savoir qu'en France, on est assez en avance dans le domaine du quantum computing. On est le 2e pays le plus avancé après les États-Unis. Donc c'est a priori un virage qu'on ne va pas rater, contrairement à l'IA où on était un peu à la traîne, on va dire. Et entre autres, il y a la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, qui a lancé le programme Proxima en 2024, qui permet à 5 entreprises qui fabriquent des ordinateurs quantiques d'être accompagnées vers un stade d'industrialisation plus avancé. Donc il faut savoir que pour l'instant on est 5 entreprises. À partir de 2028, on sera plus que 3 entreprises dans ce programme. Et à partir de 2032, on sera plus que 2 entreprises pour nous accompagner vers une vraie phase d'industrialisation de processeurs fault tolérants. Okay, hello everybody. I'm Andrea from theory team of C12 Quantum Electronics. C12 is a company building a quantum computer which is going to be based on spin qubits realized from carbon nanotubes. So carbon nanotubes is a bit of our main particularity. The typical approach when building quantum computers with spin qubits is that of using the spin of a quantum particle like the electron trapped in a quantum dot. And the usual approach is to go with standard materials like silicon or silicon germanium. In our case, we're using a different material. We're betting on carbon nanotubes. You can think about carbon nanotubes as rolled sheets of graphene. And the idea is that we want to provide for the electron an environment which is as close as possible to a protected vacuum state, so that the computation will be of high quality and high fidelity. The reason why we're called C12, it comes from the carbon-12 isotope that we're using, which is low in
in nuclear spin noise, which is affecting a lot the quality of the computation with the electron. So I would say that this is the first trademark of C12. We're the only ones using carbon nanotubes for quantum computation. The second trademark of C12 is that then this nanotube is going to be placed on top of a CMOS prefabricated chip. So this is good because we will be able, when scaling up, to leverage on years and years of already developed semiconducting industry. And the third trademark of C12, I would say that it's how we realize 2-qubit gates. 2-qubit gates are really important when thinking about quantum computer. They're main constituent of a universal gate set, which is allowing you to realize any kind of operation on your quantum computer. And usually with the spin qubits or in other platforms, the typical approach to realize 2-qubit gates is by using a nearest neighbor interaction. So basically you just place 2 qubits next to each other. This is good on one end because it's easy to obtain this interaction, but at the same time you will be restricted to this linear connectivity, which means that if you need to perform operations on qubits which are far away, you will need to add routing intermediate operations, which are bringing an overhead which is going to destroy your computation in terms of noise, especially in the NISQ area. In our case, we're using superconducting microwave cavity. So basically we couple the 2 of our qubits, which are trapped inside the carbon nanotube, to the same superconducting cavity so that we can achieve long-range interaction and potentially all-to-all connectivity or any connectivity that we want to reproduce based on or the algorithm or the quantum error correction code that we want to realize. This is the last trademark of C12, so it is all-to-all or modular connectivity. So in terms of products, C12 has just released this roadmap with a series of checkpoints for the next years. The first appointment is going to be in 2027, and it's going to be a first chip with 16 physical qubits for 1 logical qubit. And then we're going to slowly scale up until 2033 with our biggest system, Panopea, and potentially with a fully error-corrected quantum computer. Panopea is also showcased here in this prototype that we have. What we are showing here is basically the modularity of our architecture, again, which is a consequence of the cavity that we're using. And basically the idea is that we're going to have a system which is a bit like a matryoshka. So we're going to have a bigger module which is encapsulating smaller modules, and each one of them is going to encapsulate a different module. And in each one of them we're going to have a different connectivity depending on the quantum error correction code that we've chosen. Another product that C12 has just released is an emulator. It's called Callisto. And it's an emulator built on top of Qiskit with a proprietary noise model. And the idea is to simulate the realistic behavior of the machine. There are 2 possible ways of using the emulator. The first one is called Callisto Discovery. And it's basically the free version that you can find on the website. It can emulate up until 13 qubits, and it's just for pedagogical scope. And then you have a Callisto Professional, which is more for professional collaborations. It will allow simulations up to 20 or 20 plus qubits with a sophisticated noise model, and it's only available as part of collaborations with C12. Moi je suis Loïc Henriet, CTO à Pascal. Pascal, on construit des ordinateurs quantiques à base d'atomes contrôlés par des lasers. Donc je suis ingénieur et physicien de formation. Donc après une formation initiale à l'école polytechnique, je me suis spécialisé dans le domaine de la physique quantique et plus précisément des technologies et du calcul quantique. Donc j'ai d'abord fait ça à l'école normale supérieure où j'ai été diplômé d'un master, d'un M2 en physique quantique. Donc assez fondamental, sciences fondamentales. Donc après l'école d'ingénieur et le master à l'école normale supérieure, je suis retourné à l'école polytechnique en thèse, donc au centre de physique théorique. Donc qui est un laboratoire CNRS École Polytechnique. Dans ce laboratoire, j'ai travaillé sur l'ordinateur quantique de demain, comment on pourrait le développer, mais aussi qu'est-ce qu'il pourrait faire, comment on pourrait essayer d'imaginer des algorithmes, des protocoles, comment ça se compare aux procédures classiques, etc. Donc ça a été pendant 3 ans, donc avec un travail assez académique, donc des articles scientifiques qui sont publiés en fonction des projets. Et après cette thèse, j'ai travaillé à l'Institut des sciences photoniques à Barcelone pendant 3 ans. Donc c'est un institut de recherche qui est une structure publique-privée, donc hybride, mixte, donc pas comme les laboratoires de recherche qu'on a en France qui sont pour la plupart publics, mais donc une structure où on a aussi des financements privés qui favorisent l'émergence de technologies, de start-up. Là, je suis resté 3 ans encore à cet endroit-là, à Barcelone, pour travailler donc plus précisément donc, sur l'ordinateur quantique à base d'atomes. Donc vraiment là, les plus proches de l'expérimentation, de comment on construit ces machines, ce qu'on peut faire avec, essayer de les modéliser.
Donc à partir de ces recherches, ça m'a donné l'occasion d'interagir avec Antoine Braouès et Thierry Lahaye, qui sont les cofondateurs académiques de Pascal, avec Alain Aspect, prix Nobel de physique en 2022. Et donc j'ai interagi avec ces gens-là. À cette époque, je savais que je voulais travailler dans l'industrie quantique et pas dans un laboratoire académique, pas en tant que chercheur. Donc c'est ce qui m'a poussé à rejoindre Pascal au tout début, dès la création de l'entreprise en 2019, il y a 7 ans maintenant. Et donc à partir de là, on a vraiment fait sortir la technologie des laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment ce transfert du monde académique vers le monde industriel qui avait du sens, sur lequel je voulais travailler. Et donc depuis Pascal, depuis ce moment-là, j'ai été en charge du développement à la fois technologique et produit de la machine au niveau hardware et software. Donc là, ça a été vraiment de travailler sur l'industrialisation de la machine, faire sortir la technologie des laboratoires pour les mettre dans des centres de calcul, faire de cette machine une ressource de calcul comme une autre qu'on peut utiliser, que n'importe qui peut utiliser pour résoudre des problèmes complexes. Voilà, après on est passé donc de quelques personnes à maintenant environ 300 personnes à Pascal, après avoir levé à environ 300 millions de dollars pour financer notre développement technologique, notre recherche, notre industrialisation et notre commercialisation. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens pour arriver à ton niveau? Donc un conseil peut-être, deux conseils à donner. Donc le premier, c'est de ne pas se brider. Il faut vraiment essayer de viser des choses qui sont les plus ce qu'on considère être les plus intéressantes ou les plus difficiles, qui méritent vraiment de passer du temps. Et le deuxième conseil, c'est d'essayer de rester au plus proche des gens qu'on trouve bons et qu'on trouve qui sont inspirants. C'est vraiment super important dans les premières étapes d'une carrière de ne pas perdre de temps à travailler avec des gens dont on considère qu'ils ne sont pas au niveau. Donc souvent on entre dans des positions de junior, on est dans des positions où on est exécutant, ce qui est très bien, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait. En fait, il faut essayer de vraiment s'entourer des personnes qu'on admire et avec lesquelles on a envie de travailler, pour lesquelles on a envie d'apporter de la valeur. Donc ça, c'est vraiment super important, essayer de maximiser la présence avec ces gens-là. Il y a trop de choses intéressantes depuis tout à l'heure, c'est une folie. Donc j'ai pu voir les 5 startups quantiques qu'on a pu voir. Donc c'était Candela, Alice et Bob, Cobly, Pascal et C12. Et là, du coup, on vient d'interviewer le CTO de Pascal. C'est un peu une folie. Donc incroyable que j'ai pu avoir l'occasion de l'interviewer. Là, je pense que je vais essayer d'interviewer d'autres startups un peu dans un autre domaine, passer à autre chose et continuer sur la journée. De toute façon, il est 13h. Je suis pas prêt d'arrêter. Je me régale. C'est super intéressant. J'espère que ça vous plaît aussi, ce petit vlog. Et on continue tout ça. Et en plus, ce sera sur les réseaux, TikTok et tout. Donc voilà. Allez, à plus. Bon les gars, il est 14h, je viens de manger. Là, je vais me poser, je pense, parce que je viens d'interviewer plein de personnes. C'était un peu fatigant. Là, Purple Stage, donc c'est encore une conf sur le quantique. Je vous débrieferai tout ça après. Et de toute façon, je vous mets tout ça juste après. Mais j'ai plus beaucoup de batterie dans le micro et dans la Osmo. Donc ça risque d'être un peu chaud de vous filmer jusqu'à la fin de la journée. Mais de toute façon, je reviendrai demain. Et ce sera encore plus fou. Déjà, c'est incroyable. Déjà, il faut que je trouve la Purple Stage. Je vais être en retard. La queue qu'il y a, je vais vous montrer. C'est une dinguerie pour aller voir le Prime Minister of India. C'est complet. La queue, je vais vous montrer, regardez. Bon, par contre, les gars, moi je trouve pas la Purple Stage. Ah, si, c'est bon. Si, c'est bon. Bon, bah vas-y. Bon, je vous laisse. Et j'espère que j'aurai assez de batterie après pour vous filmer. Sinon, on recommencera demain avec des nouvelles startups. Déjà, ce jour-là, c'était une folie. Qu'on ait interviewé tous ces gens-là. Par exemple, le CTO de Pascal, j'aurais pas prévu. Heureusement que j'ai porté mes coronesses pour y aller. Et puis voilà quoi. Je suis content de vous l'avoir chopé. Et puis ensuite, pour les 5 autres startups dans le quantique, aujourd'hui, c'était plus là-dedans. Bon, allez. Moi, je continue. Ciao, à plus. Bon, on se retrouve pour le jour 3 de Vivatech. Je pense, je sais pas trop le programme d'aujourd'hui. Je vais voir un peu les conférences. Je vais vous présenter d'autres startups, je pense. Puis je vais essayer de vous montrer un peu les ordinateurs quantiques parce qu'on en parlait hier, mais je vous ai pas montré tout ça, toutes les innovations du bas. Je vais essayer de voir avec tous ceux qui ont créé ça
Ça va être banger. Encore une journée de fou. Et les gens, ils me regardent tous comme si j'étais quelqu'un. Alors que je suis personne. Encore? Pas encore, hein, les gars. Du coup, ouais, je crois qu'il y a plusieurs conférences, tout ça sur l'IA, sur plein de choses. Mais là, je vais essayer d'aller du côté de la BPI, interviewer un peu tout ce qui est innovation, des startups nouvelles qui ont des produits. Parce que tous ceux qui ont des services, pour l'instant, je sais pas trop encore comment le mettre en avant, mais voilà. Donc, je vais essayer de présenter tout ça et ça va attaquer direct. Je crois que je vais commencer là, à part direct. Allez, à toutes. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Simonet de Clip. On est une tech startup pour les marques fashion, donc la partie e-commerce. On est leader en France, on est en train de se développer beaucoup en Europe. On vient d'ouvrir un bureau New York. Et on a été fondé en 2021 pour des solutions e-commerce comme la recommandation de taille. Comme vous pouvez voir ici, donc on a pas mal de marques de groupe LVMH, par exemple chez Kenzo. On recommande la taille idéale pour chaque produit. On le fait même pour les chaussures. Donc on peut se prendre en photo ou répondre à des questions pour que notre algorithme puisse trouver la taille idéale. Je vous montre notre technologie. Donc notre technologie se base sur les commandes et les retours. Intelligence artificielle qui analyse le produit et comprend comment il taille d'après le fit, la couleur et le style. Et on se base sur les attributs clients, donc la morphologie de client, pour comprendre quelle taille doit porter pour quel type de produit. En plus, on a d'autres solutions comme par exemple la recommandation de produits similaires quand une taille est épuisée, ce que l'on fait avec les marques et qu'on arrive à diminuer les retours et à améliorer la conversion. Donc voilà, au-delà des recommandations de taille et de produits similaires, on va vraiment à 360 degrés améliorer l'expérience client dans les e-commerce des marques. Et par exemple ici chez Rabanne, on fait aussi la recherche intelligente où on peut chercher les produits que l'on veut trouver, ainsi que le virtual try-on. Donc c'est la possibilité de voir porter un look ou un produit directement sur votre corps. Bon Vivatech à tous. Bon, je viens d'interviewer plusieurs startups. C'était vraiment stylé. Là, j'ai attendu au moins 10 minutes ou 20 minutes pour avoir une petite interview de IBM Quantum. C'était un peu rude parce qu'il y avait plein de gens qui leur posaient des questions, mais c'était super intéressant. Et là, j'ai pas le temps. Je dois aller vous montrer un petit truc. J'avais rendez-vous à 11h50. Ça va être une folie. Aussi, faut juste que je retrouve le stand, sinon je vais pas pouvoir le faire. Je suis perdu. Ah, c'est bon. Je vous donne un indice. Je vais tester mes capacités de pilote. Et je vous dis ça tout à l'heure. À toutes. Yes. Je crois que j'ai raté une carrière dans live. Temps de la piste. Bon, je viens de faire la F1 là. J'ai juste fait des tours invalides, mais j'ai géré en vrai. J'ai trop le seum. C'était tarpin bien. Juste le seum que en fait, je crois que j'ai sorti un peu de certains virages et ça a annulé, mais voilà, ça y est. Je pense que j'aurais été meilleur que Lewis Hamilton, j'avais une bonne carrière, mais bon, ça l'a pas fait, parce que j'avais pas les sous aussi. Bon là, je vais demander à IBM Quantum si c'est possible de faire une petite interview sur leur ordinateur quantique, parce qu'il y a beaucoup de droits. On continue. Je suis KO, ce matin j'ai fait un 8 km, je suis allé à Tour Eiffel, c'était magnifique, de matin là. Mais du coup bon, j'ai dormi que 6 heures, là je suis KO. Mais je vais continuer parce que c'est rien que d'être ici, c'est un truc de ouf. Alors, regardez-moi ça là, c'est une dinguerie. Bon là je sais pas ce qu'il y a, mais il doit y avoir quelqu'un d'important, regardez. Ouais. Alors ce que vous voyez, ce n'est rien d'autre qu'un grand frigo. Donc je vais vous expliquer en 3 parties cette belle machine qu'est l'ordinateur quantique, le système 2 d'IBM Quantum. Vous avez toute une partie haute qui descend petit à petit avec des plaques, qui est la partie frigo, qui va permettre d'amener la puce qui est située tout en bas à l'équivalent de 1 millikelvin, donc quasiment le zéro absolu. Le froid, première condition pour que la puce quantique fonctionne. Deuxième partie basse, vous voyez, c'est une cage en gris qui renferme la puce. Cette cage, elle agit comme une cage de Faraday contre les interférences extérieures, micro-ondes, rayonnement quelconque. Deuxième condition pour qu'on ait une stabilité suffisante au niveau de la puce et pour pouvoir manipuler les opérations qu'on souhaite avoir de la puce quantique. Et puis ensuite, vous avez toute la partie connectique qui va descendre les traitements demandés
fonctionnalités que l'on demande à la puce et puis remonter les résultats obtenus de traitement par la puce pour aller communiquer avec un système traditionnel. La vue que vous voyez, on l'appelle globalement les chandeliers. Ces 3 chandeliers, ce sont des éléments techniques que vous ne verrez pas si demain vous allez visiter data center quantique. Pourquoi ? Parce que ces 3 systèmes-là vont être enfermés dans un cylindre qui va lui aussi avoir pour objectif d'isoler et maintenir la température, le grand froid plus les conditions d'interférence stables pour le traitement par la puce quantique. Donc ces éléments-là, dans un data center, ne sont pas visibles. Voilà un petit peu pour la composition en termes de hardware, donc de matériel d'un ordinateur quantique. N'hésitez pas à venir sur le site IBM Quantum si vous voulez en apprendre plus. So if you're 20 years old and you want to make a computer game, first of all, do it. Don't give up. If you've got a prototype, if you've built something, register the copyright by putting your name on the thing and say copyright by whatever your name is. Lots of games come out there and become public domain because nobody claimed them as a game. And so you need to claim your game and then you need to fight for it. That's my advice. Je vous reprends 3 minutes. Je suis trop content d'avoir pu interviewer un des co-founders de Tetris. C'est une masterclass, déjà j'étais à sa conférence. Je suis tombé comme ça par hasard sur lui, donc je lui ai dit c'était quoi le meilleur advice, le meilleur conseil que t'aies pour une personne de 20 ans qui veut se lancer. Du coup il a répondu spécialement dans les jeux vidéo parce que c'est son domaine bien évidemment. Donc c'était un peu inattendu de l'avoir, mais je suis trop content. Là ensuite je vais essayer de faire d'autres startups. Je suis KO depuis ce matin, j'ai envie de dormir. En tout cas c'était une journée incroyable, encore plus folle que les 2 dernières. Et du coup là c'est toujours aussi banger, regardez, je me balade, il y a toujours des nouveaux trucs, c'est une folie, il y a des conférences à tout va, tu rencontres des gens, c'est trop incroyable, voilà. Et je vais essayer de vous en trouver des biens et je vais essayer de faire de mon mieux pour vraiment en présenter le plus possible, même s'il y en a des milliers et il y en a dans plein de pays, donc c'est un peu compliqué de toutes vous les faire, mais je fais de mon mieux, déjà c'est fatigant. J'espère que le vlog il vous plaît pour l'instant et on continue, allez ciao. Bon les gars, c'est parti pour le jour 4 de Vivatech. Je suis tout souriant parce que je viens d'avoir une dinguerie un peu. Je viens de croiser Jean-Michel Caram comme ça, lambda, à la sortie d'un des trucs. Et du coup, je suis allé lui poser une question et tout, donc prendre photo avec lui et tout. Et je lui ai demandé par rapport si je pouvais l'interviewer parce que j'ai créé un podcast sur la tech. Et justement, c'est un peu une dinguerie parce que du coup, j'ai eu le contact d'une de sûrement sa manageuse. J'ai eu son contact, donc autant un épisode sur The Podcast, Jean-Michel Caram, ça serait un peu une pure folie parce que je l'avais vu sur d'autres podcasts et c'est quelqu'un qui est très inspirant à travers son parcours. Donc ultra content. Juste avant, je sais plus ce qui s'est passé. J'ai vu aussi ce matin le mentaliste Charlie Head, celui qui avait fait Loup-Garou, enfin la série, qui avait fait aussi plein de TikTok sur le mentalisme et tout. C'est super intéressant. J'ai fait une petite photo avec lui. Je vais vous montrer. Je vous mettrai au montage les petites photos. Mais franchement, c'est incroyable. Et depuis ce matin, j'ai vu une conf du coup avec Ethereum et j'étais choqué parce que je la suis depuis 2024 à peu près. Donc ça fait drôle de les voir en vrai. Donc c'était un peu stylé. Bon, c'était un peu sur la création de contenu parce qu'il y avait Just Riyad, Samuel Etienne. Du coup, c'était intéressant de voir aussi le côté contenu YouTube avec l'IA. Enfin, intéressant. Il y avait aussi Atom que je viens de découvrir. J'irai me renseigner un peu sur ce qu'il fait. Pas encore, donc je vais essayer de voir. Mais c'est super intéressant. Et donc du coup, j'ai pu voir un peu les deux sides de Vivatech. Là, c'était pour moi en tout cas, pour le contenu et pour la quantique et pour l'IA. Voilà, c'était un peu mes centres d'intérêt, mes sujets. Et voilà, donc là, on se balade. C'est le jour 4. Je pense que je vais interviewer d'autres startups pour vous. Et puis voilà, on va se régaler. Hein. Je pensais ce matin, c'était un peu dur. J'étais fatigué parce que là, les jours derniers, c'était vraiment tous les jours où je charbonnais. Il faut interview à la fin de conférence. Le soir, je sors dans Paris. J'essaye de visiter un peu parce que j'aime bien cette ville. C'est très stylé de nuit. Mais je me suis fait des petits kiffs tout seul. Par exemple, je me suis fait la Tour Eiffel. Je me suis fait le Montmartre. Juste me balader comme ça, je kiffe aussi rien qu'avec des écouteurs. Et penser à la création de contenu, ce que je veux faire plus tard, tout ça. Toujours des trucs intéressants. Le point mauvais, c'est juste qu'il fait tarpin chaud ici. C'est un peu une dinguerie. Et heureusement qu'il y a la clim à Vivatech. Donc voilà, je vous recommandais la Vivatech pour la clim en ces périodes de chaleur. Et voilà, donc on va continuer sur du contenu de start-up. Je vais essayer de vous en présenter des nouvelles. Et puis là, écoute, on se balade. On va essayer de trouver d'autres personnes aussi à interviewer. Je sais pas si je vais rester jusqu'à Thomas Pesquet parce qu'il est là cet après-midi. Je pense que ça va être une petite dinguerie qu'il soit là. Mais il devrait y avoir beaucoup de monde, je pense, pour la conférence. Donc il faudrait y aller 1 heure en avance. Bon, je vous dirai tout ça parce que Jeff Bezos, par exemple, j'avais pas eu le temps. Il y avait trop de monde. Donc sur ce, je vous laisse et ça part pour d'autres interviews. Let's go pour le jour 4. Hi, my name is Tosh. I'm one of the founders at ColorMass.
We started the company around 10 years ago, and we focus on helping brands create marketing visuals, but not the regular way using camera, but doing everything in 3D. So we built a complete cloud-based 3D infrastructure, which makes it possible to create, manage, and distribute 3D data, and also a couple of tools to create marketing imagery for a rendering platform or an interactive configurator or export this data to use in your own tools. We also have a hardware solution, what you can see here. What we do here is we capture surfaces at a very high quality. We have the light arc which moves across the surface and can light it from different directions. We have a camera data from every camera angle in every lighting condition, and then we use this data to really extract the surface properties and how it reacts to light. So this makes it possible then when you want to create marketing imagery of your products to really show them in a very, very real way. So any kind of leather, wood, fabric, what you use is gonna look like in real life. So in the end, you end up with marketing images or configurators which are very, very realistic, and you can use this to augment your photo shoots or replace them completely. Bon les amis, c'est la fin de Vivatech, on se retrouve vraiment à la fin des fins. Je suis un peu deg, si vous voulez il y avait Thomas Pesquet là qui allait arriver, mais le problème c'est que j'ai attendu 1h15 dans la salle parce que je savais qu'il y aurait plus de place et qu'il y aurait une queue interminable. Et le problème c'est que à la fin de la conférence avant, ils nous disent sortez et tout, donc tout le monde sort et se précipite pour aller faire la queue. Sauf que le problème, la queue, elle faisait la taille de Vivatech limite. Donc c'était vraiment... Mais voilà, donc je pense ça se termine sur ça, Vivatech. Je vais essayer de vous faire un petit débrief toutes les folies qui se sont passées quand je rentre chez moi. C'était une folie Vivatech, je trop hâte de revenir l'année prochaine. J'ai passé les 4 jours entiers et il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé, donc vraiment j'étais trop content. Et toutes les belles rencontres que j'ai faites, je suis trop content. Et on se revoit dès que je rentre. Ça y est, je suis enfin de retour chez moi et je peux vous faire un débrief sur Vivatech. Je vais revenir vite fait sur ces 3 jours que j'ai filmé parce que j'y ai passé 4 jours mais j'ai filmé que 3 jours. Mais c'était une pure dinguerie, l'atmosphère et tout, l'ambiance, c'était incroyable. Ça respirait la tech à chaque étage et pour les 10 ans, ils ont envoyé du lourd avec les speakers et tout. En tout cas, c'était une folie pour moi parce que c'est la première fois que je vais à Vivatech. Je m'attendais pas du tout à ça. Voir des gens que je vois littéralement sur des podcasts ou encore sur d'autres choses. Ensuite, j'ai eu la chance d'interviewer les 5 startups quantiques françaises les plus connues. Et je les remercie énormément d'avoir consacré du temps pour passer sur la vidéo. Merci aussi à Loïc Henriet qui est CTO de Pascal et Hank Rogers, un des founders de Tetris. C'était incroyable d'avoir ces précieux conseils, je pense. Et j'espère que ça vous a inspiré aussi parce que c'est dans cette démarche-là que j'y suis allé aussi. Moi, à travers ce vlog, c'était aussi l'occasion que vous rencontriez, que vous y soyez déjà allé ou jamais. C'était un peu le but de faire découvrir à la fois Vivatech, à la fois tout ce qui était le côté startup. J'aurais aimé en filmer beaucoup plus. J'en ai filmé je pense 7 ou 8 à peu près dans le vlog et j'aurais pu en filmer plus, mais le rythme aussi, moi c'était la première fois que je découvrais. Le matin moi j'enchaînais, j'allais à des conférences qui m'intéressaient bien évidemment. Ensuite j'allais voir du coup les startups, j'interviewais, j'essayais toujours de trouver les nouveaux produits. Il y avait plein de démos de robots humanoïdes et tout, c'était super intéressant. Et j'ai pas eu le temps de tout faire. En tout cas je reviendrai l'année prochaine c'est sûr, où je pourrais prendre le temps peut-être d'aller plus sur le côté des startups parce que là c'était plus une découverte pour moi aussi d'une part. Voilà, en tout cas je remercie énormément tous ceux qui ont consacré du temps à se présenter pendant le vlog. C'était super intéressant, j'espère que ça vous a plu aussi. Pour l'instant j'ai pas d'autres salons de prévus avant Vivatech l'année prochaine. Si vous avez des salons à me conseiller sur la tech que je pourrais faire, ça sera avec grand plaisir que vous me mettiez sous les commentaires. N'hésitez pas à aller suivre mon podcast sur la tech qui s'appelle The Popcast. J'ai tourné actuellement 2 épisodes, un avec Vincent Chabert qui a créé TutTut et un autre avec Guylain Yvon qui a créé Lium. 2 profils tech qui sont complètement différents et très intéressants. Là demain moi je vais tourner le 3e épisode, ça va être une pure folie, le guest il est incroyable. Donc je vous recommande d'aller sur la chaîne The Popcast. C'est un podcast tourné dans la salle du conclave du Palais des Papes à Avignon, donc ma ville. J'ai réussi à avoir les lieux et c'est juste une folie de l'atmosphère qu'on a là-bas quand on parle. Donc c'est pour ça aussi ce côté tech que j'aime énormément. Moi je le retransmets aussi à travers ce podcast et à travers les gens qui y passent. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et moi que je continue à faire peut-être d'autres vidéos sur par exemple des salons ou sur des sujets sur la tech ou des histoires de start-up. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un like s'il vous plaît pour me soutenir et abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la tech et l'entrepreneuriat. Ciao.